Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir démarrer ensemble le premier webinaire Osego sur le thème aujourd'hui de comment les repas de fête peuvent favoriser la renutrition de nos résidents. Aujourd'hui, Julien est avec moi, je vais le laisser se présenter de la société CNES. Bonjour, donc Julien Garnier, fondateur de la société CNES Solutions. Et donc CNES Solutions, peut-être en deux mots, est un grand bureau de recherche et développement dans lequel on travaille sur du développement de solutions innovantes en nutrition médicale. Et donc moi, Morgane Demars, donc diététicienne de formation, et je suis responsable du pôle restauration et nutrition pour Osego. Alors, en introduction, donc, quoi de mieux que de se retrouver aujourd'hui pour discuter ensemble des repas festifs, en fait, en cette veille du 1er décembre, et essayer d'allier la magie de Noël et aussi le plaisir pour favoriser la renutrition de nos résidents. C'est pour ça qu'on a voulu choisir ce thème tous ensemble et cela va aussi dans la suite de la semaine de la dénutrition qui avait lieu la semaine dernière. Pour faire un petit point ensemble sur les sujets qui seront abordés, on va d'abord faire un constat de ce qui se passe au niveau de l'état nutritionnel de la population des EHPAD en France, pour parler aussi et définir le thème de la renutrition. On expliquera ensemble, en prenant en base les repas festifs, comment redonner de l'appétit à nos résidents. Julien développera aussi son expertise avec 7 friandises de Noël enrichies. Puis on développera ensemble une vision plus large de ce qui pourra se faire sur l'ensemble des repas de l'année. Un point sur l'état nutritionnel de la population des EHPAD français. On sait qu'il y a plus de 7 350 EHPAD en France à ce jour. Ça va être plus de 2,5 millions de repas de fête qui seront servis à nos aînés en cette fin d'année, donc entre le 24 décembre et le 1er janvier 2023. Il y a un constat quand même qui est très important, c'est qu'en France, une personne sur deux au niveau de la population âgée est dénutrie ou à risque de nutrition dès lors qu'il y a une dépendance alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par dépendance alimentaire? C'est à partir du moment où l'acte de la confection des repas est délégué à une autre personne. C'est-à-dire que le résident, que la personne ne crée plus ses repas pour elle-même. Et là, dans le cas des institutions, on rentre presque à 100% des repas servis par autrui. On constate aussi que 7 seniors sur 10 ne mangent pas assez pour couvrir leurs besoins. Là, le constat est compliqué parce que ça ne va pas considérer, s'attacher qu'à une seule chose. On va avoir plusieurs chevaux de bataille, chevaux de bataille aussi, parce que on va aussi parler de la perte d'appétit, mais aussi des énormes idées reçues qu'on a sur le fait qu'une personne âgée a besoin de moins se nourrir qu'une personne bien portante d'une quarantaine d'années, ce qui est évidemment assez faux. Le constat est très alarmant dans les EHPAD. Plus de 38% de la population des EHPAD est dénutrie malgré tous les efforts qui sont déjà mis en place. Et ça, Julien pourra bien l'approfondir aussi. Il y a un travail pluridisciplinaire qui est élaboré et qui ne permet quand même pas de lutter contre cette dénutrition et de la prévenir autant qu'on le souhaiterait de nos jours. On peut, si on fait un zoom sur la population dénutrie, dans ces EHPAD, on peut remarquer qu'elle est très hétérogène. Il peut y avoir des personnes maigres, des personnes paraissant en bonne santé, des personnes paraissant malades et des personnes en surpoids. Toutes ces personnes peuvent être en situation de dénutrition. C'est sûr que sur des personnes maigres ou des personnes paraissant malades, le diagnostic va être fait beaucoup plus rapidement que sur une personne qui paraît en bonne santé, qui sera peut-être pas la première personne à être diagnostiquée par l'équipe de soins. Et je voulais aussi revenir sur le cas des personnes en surpoids. Bien souvent, on a des idées reçues comme quoi une personne en surpoids ne peut pas être dénutrie, ce qui est totalement faux. Je tenais à rappeler que on n'a pas de surplus de stockage en protéines dans notre corps et qu'à partir du moment où on dégrade notre apport alimentaire, ce sont nos muscles et notre masse maigre qui est dégradée en priorité. Donc, une personne en surpoids est d'autant plus
impactée par la dénutrition, car elle a aussi sa masse grasse à supporter et pour subvenir à ses besoins et à se mouvoir, etc. Et peut-être juste rebondir, Morgane, Oui. sur la diapo suivante, sur les personnes en surpoids. C'est vrai qu'en cuisine, très souvent aussi, on peut faire l'amalgame, alors de moins en moins, mais on peut faire l'amalgame sur les enrichissements, notamment autour de la prise en charge nutritionnelle. Et quand on a des cuisiniers parfois qui peuvent dire, bah voilà, j'aime bien enrichir, j'enrichis mes préparations en matière grasse, qui peut provoquer finalement un repas très gourmand et qui, qui peut alimenter, on va dire, ce surpoids chez la personne âgée, mais pas forcément l'enrichissement protéique, qui lui va permettre d'augmenter la masse musculaire par rapport à la masse maigre. Donc, en effet, c'est extrêmement intéressant de pouvoir rebondir sur ces 4 points, parce que ça fait partie globalement de l'enjeu un peu stratégique de la nutrition de la personne âgée. L'enjeu aussi très stratégique, c'est que le repas, c'est un moment fondamental pour la personne en institution. Ça va rythmer la journée et on s'attarde sur aussi un public qui est fortement attaché au repas. Peut-être que sur les générations futures, il y aura un lien peut-être moins fort, étant donné que certains vont manger plus par obligation que par plaisir. Mais là, on est sur une population, vraiment une population de personnes âgées qui est très, très attachée au repas. Et le dernier point, qui n'est pas un point à laisser de côté, c'est que l'ensemble des repas en institution, donc en EHPAD, sont pris sur l'établissement. Il n'y a pas d'échappatoire pour le résident. Si le résident a envie de manger un jour autre chose qui lui ferait plaisir, c'est très, très compliqué. On peut alors se demander quel sens donner à l'alimentation et comment gérer une alimentation collective et individualisée à la fois, ce qui n'est pas une mince affaire. Pourquoi parler de nutrition maintenant chez la personne âgée? Donc, tout d'abord, on va définir le terme de renutrition. Donc, la renutrition, c'est l'ensemble des processus par lesquels un organisme vivant utilise de nouveau les aliments pour assurer ses fonctions vitales et la production d'énergie. Donc là, la renutrition, elle reprend toute sa place parce que nous, notre but, c'est vraiment de se mobiliser contre cette perte d'appétit en recentrant l'alimentation sur le plaisir alimentaire et l'utiliser comme première médecine. Le fait d'utiliser cette renutrition, ça va nous permettre de prévenir la dénutrition et aussi de prévenir le gaspillage alimentaire. On a un fait qu'on ne peut pas oublier, le vieillissement, c'est obligatoire. On y passera tous, on y est peut-être déjà pour certains, mais mal vieillir ne l'est pas. On sait qu'il y a une relation à double sens entre la nutrition et le vieillissement. Si on se nourrit mal, on va avoir des carences et forcément mal vieillir. Et le fait de vieillir, d'avoir des modifications liées à l'âge, ce qui va être la perte de dents, ça peut être le manque d'élasticité de l'estomac. Il y a beaucoup de facteurs qui vont impacter la prise alimentaire. Également la fatigue, l'asthénie, qui va justement diminuer les apports alimentaires. Il y en a un autre élément aussi, Morgane, c'est les modifications physiologiques, donc la perte de goût, qui touche quand même facilement 90% des personnes en situation de fragilité en institution, mais pas que. La diminution du champ visuel également, le sens olfactif aussi qui diminue. Donc tous ces éléments, tous ces sens finalement qui sont amoindris ou carencés, on va dire, liés à l'âge ou par rapport à l'âge, amène à ce que le repas, finalement, qui doit être une source de plaisir, ne l'est plus vraiment. Donc, il est extrêmement important de pouvoir jouer sur plusieurs éléments, mais je vais pas spoiler la fin une partie du support, mais en tout cas, voilà, il est extrêmement important de pouvoir se focaliser sur des éléments très simples, hein, qui vont être l'environnement proche, l'environnement général, et puis le produit, voilà, de manière générale. Oui. Oui, parce qu'une personne âgée va aussi beaucoup moins saliver, donc forcément, toute la prise alimentaire est énormément impactée. Je vous ai mis là juste une diaposition, une diapo pour information sur des études qui ont été menées, dont certaines qui sont assez récentes, sur l'impact d'une alimentation souvent enrichie avec l'amélioration du statut nutritionnel, la diminution des hospitalisations, la diminution des complications post-opératoires, celle des réhospitalisations et la diminution des décès.
Toutes ces recherches, elles sont facilement accessibles pour PubMed, pour ceux qui ont l'habitude de les lire, mais elles sont en anglais. Maintenant, on va se concentrer sur le cœur de notre sujet. On va remettre un petit peu de magie de Noël après un constat qui est quand même pas très joyeux, en essayant de récupérer toutes les idées et tout l'exemple, enfin tous les faits qui sont très intéressants dans notre mise en place des repas de fête pour la renutrition de nos résidents et de nos aînés. Tout d'abord, je souhaitais aborder le fait que dans la prise alimentaire, on a 3 piliers fondamentaux qui sont des piliers ancrés en nous depuis la nuit des temps, en fait. Et c'est ceux qui ont permis à l'homme préhistorique justement de perdurer et d'évoluer. La recherche d'authenticité, la mobilisation des sensations, la réponse aux besoins primaires. Dans la recherche d'authenticité, par exemple, l'homme à l'époque ancestrale allait manger des choses qu'il connaissait vraiment et c'est ce qui lui a permis de perdurer. Mais il est allé chercher de nouvelles sensations, essayer d'aller faire de nouvelles choses, ce qui a permis de diversifier l'alimentation et d'aller vers une alimentation beaucoup plus riche, beaucoup moins carnée, avec des vitamines, des minéraux, etc. Et bon, on le sait, y chasser pour répondre à ses besoins. Ça, c'est des piliers qui sont centraux et qui nous suivront jusqu'au bout, mais qui fluctuent en fonction des personnes et en fonction des générations. Certains vont plus apporter une attention sur les sensations, l'exotisme, et d'autres plus sur la recherche du produit de terroir. C'est ce qu'on peut retrouver plus dans le cas de nos personnes âgées. La recherche d'authenticité. Donc, pour se rapprocher du repas de Noël, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un repas de Noël et qui va se rapprocher de la recherche d'authenticité? Ça va être le choix de la recette et des produits ancrés dans l'humain. Là, quand on parle de repas de Noël, on sent la magie de Noël, on sent l'envie. Les repas sont créés en commun accord avec une large équipe. Il y a vraiment le recueil des besoins et des envies des résidents, un petit peu comme la liste au Père Noël. On va aller recenser auprès des résidents les plats qui pourraient leur faire plaisir pour essayer de concocter un menu idéal avec une réponse aux besoins du plus grand nombre. On va faire des recettes avec le cœur, on va aller chercher des recettes, de les concocter pour faire plaisir à l'autre. Et c'est là où on recentre toute notre alimentation sur l'humain. On va aussi aller rechercher l'authenticité, la mise en avant de produits de qualité, la mise en avant de saveurs traditionnelles, ça va être le foie gras, peut-être pas cette année, les morilles, les cèpes, les coquilles Saint-Jacques, le vin du terroir. On va aller chercher des choses qui leur parlent, on va aller chercher les clémentines et le chocolat, vraiment des mets qui vont parler au plus grand nombre et qui vont résonner dans le cœur de nos résidents. Ouais. Alors là, pour revenir, Morgane, du coup, oui. sur la diapo suivante, là, pareil, il y a des exemples de produits qui sont plutôt d'origine noble. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas que ça. Bien au contraire, très souvent, il y a des produits du quotidien, puisqu'en fait, faire plaisir à une personne âgée, c'est aussi faire à manger comme à la maison. Et je pense que la photo, elle illustre très bien le poulet rôti. En fait, clairement, il faut pouvoir donner du sens. L'authenticité, c'est donner du sens à l'alimentation. Par exemple, ce qui peut être dénué de sens dans une restauration en institution, c'est de pouvoir servir la poule au pot le midi sans même penser à servir le bouillon le soir. Voilà. Donner du sens à la restauration, c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a la partie du terroir, évidemment. On parle d'action terroiriste pour le coup, ou de régionalisation. Et clairement, c'est d'éviter de donner des bouillabaisse, par exemple, dans le nord de la France, ou des choucroutes à Marseille. Mais voilà, donc rester sur des produits simples surtout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du foie gras, des cèpes ou autre. Ne serait-ce que parfois une tranche de jambon avec une bonne purée de pommes de terre fraîche, eh ben, ça peut rentrer totalement en adéquation avec une authenticité. Il faut qu'on soit dans une culinarité qui soit, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Madeleine de Proust, de la réminiscence auprès du consommateur et du résident. Et j'aime souvent dire aussi que
il vaut mieux partir sur des produits simples plutôt que extrêmement élaborés, puisqu'il n'y a pas que le produit qui compte, il y a aussi l'environnement dans lequel on va le consommer. Et mieux vaut une tranche de jambon avec une purée de pommes de terre fraîches consommée avec des gens qu'on aime autour d'une table, plutôt que de manger un repas 3 étoiles au guide Michelin seul dans sa chambre. Voilà. Et parfois, le résident, quand il est alité, il n'a pas forcément le choix de son repas et de son environnement. Alors, c'est là que l'aspect humain doit rentrer en compte. Et l'aspect humain, c'est de pouvoir passer du temps, de rentrer dans une approche extrêmement sociale, voilà, et humaine. Et ça, on sait que tous les acteurs au niveau de la distribution, de l'hôtellerie, même les soignants, s'évertuent en tout cas à être au plus près des résidents pour les accompagner sur ces moments de partage qu'on appelle aussi de commensalité, voilà, pour reprendre les termes de Jean-Pierre Poulain, qui sont extrêmement importants. Oui, et puis là, c'est vrai que j'ai mis vraiment des produits en avant, le foie gras, etc., parce qu'on est vraiment sur le repas de Noël, on est centré sur le Oui, repas de Noël. Mais forcément, après, quand on va élargir, bien sûr, on ne pourra pas proposer du foie gras, des morilles à tous les jours de l'année à nos résidents, ça c'est évident. On va également rechercher donc l'authenticité en mettant en avant le savoir-faire des cuisiniers. C'est vrai que sur les repas de Noël, on va d'autant plus mettre en avant le savoir-faire maison, aller chercher des recettes concoctées avec soin, avec un dressage d'assiettes. Il y aura tout un travail qui va être fait. Bien souvent, le cuisinier s'implique énormément sur les repas festifs, sur des tests de recettes, sur du savoir-faire et sort aussi de sa cuisine. Et là, on voit vraiment l'homme qui est derrière le repas, ce qui des fois peut un peu manquer sur les autres repas au cours de l'année. mm, Et complètement. ce qui Je est peux, je peux rebondir aussi. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Pareil, là, c'est un élément important sur la diapo précédente, hein. C'est vrai que euh, le cuisinier aussi, à partir du moment où il sort de sa cuisine pour aller au contact du résident, c'est des éléments qui sont extrêmement appréciés. Et globalement, un cuisinier qui sera certainement peut-être pas le meilleur cuisinier du monde, mais qui aura cette relation de proximité avec les résidents, et finalement peut transformer sa cuisine standard en une cuisine extrêmement agréable et appréciée des résidents. Et vraiment, il y a cette approche très humaine, hein, que tu abordes depuis le début là, dans cette présentation que je trouve très intéressante. Mais l'humain, c'est vraiment au cœur de tous ces moments. Voilà. Parce que Noël, c'est, voilà, comme tu l'exprimais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un moment de partage. Donc, si le cuisinier, et ça, pour moi, c'est une vraie recommandation, hein, si le cuisinier peut vraiment sortir de sa cuisine et être au contact du résident au moment de la distribution des repas, c'est des éléments qui sont extrêmement précieux pour le résident et à mettre en avant. De plus en plus, c'est vrai que c'est mis en place, mais il y a encore des établissements où c'est un peu compliqué d'avoir le passage du cuisinier. Après, chacun s'adapte aussi à sa structure, hein. Quand Tout on à fait. a 5 étages à faire, c'est difficile d'aller dans tous les services. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour éviter de cloisonner le cuisinier dans sa cuisine. Complètement, exactement, ouais, tout à fait. Et au niveau de la recherche d'authenticité, ce qui nous vient tout de suite aussi à l'idée, c'est le résultat de l'héritage émotionnel. Tu le disais tout à l'heure, la Madeleine de Proust, le produit qui va permettre d'activer la mémoire sensorielle. Là, c'est une photo de marron chaud parce que c'est vrai que c'est des choses qui font vraiment penser à la période festive. Mais c'est quelque chose qui va être recherché pour faire plaisir sur ces repas de Noël en impliquant le goût d'antan. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des poêlés qui vont se développer avec du topinambour, des choses comme ça. C'est peut-être pas des choses qui vont parler aux personnes âgées parce que ça leur rappelle plutôt le côté de la guerre et pas forcément le côté que nous, on va pouvoir voir parce qu'on n'aura pas connu la consommation intensive de topinambour pendant une période peu intéressante pour eux. Là, c'est juste un petit point global sur ce qu'on a abordé. Donc, le choix des recettes, la mise en avant des produits de qualité, la mise en avant du savoir-faire du cuisinier et du savoir-faire maison et l'utilisation de l'héritage émotionnel. Là, c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure, Julien, en rebondissant sur une des diapositives, c'est que la place du cuisinier, elle est essentielle dans l'acte de soins alimentaires. Il ne peut pas être dégagé de cette partie-là. Il n'y a pas une équipe soins avec vraiment les aides-soignantes, les infirmières, le médecin et à part le côté cuisine et diététique. Il faut vraiment qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire et recentrer l'alimentation au cœur de l'assiette et au cœur du soin.
avec une présence du cuisinier qui est démontrée et qui améliore la satisfaction de la personne âgée. Il faut aussi rétablir le lien entre le résident et le repas, observer ses habitudes, ses demandes, détecter les besoins, dialoguer pour justement le réimpliquer dans la prise alimentaire et dans le choix de son menu, dans le choix de sa consommation. Après la recherche d'authenticité, on va aussi s'attaquer à la mobilisation des sensations. Tout d'abord, je pense que là, l'image parle d'elle-même. Un produit de qualité, du saumon, on va aller chercher la notion de plaisir des papilles. Sur les repas festifs, on va forcément aller chercher le plaisir et ne pas proposer des produits qui ne vont pas être appréciés par les résidents. Ce qu'on peut des fois faire au cours de l'année pour une question de diversité, qui n'est peut-être pas un choix judicieux. Oui. On va aussi s'attaquer à un rituel gourmand. On sait que cette date, c'est une date qu'on ne peut pas oublier, le 24, le 25, le 31, le 1er janvier. On sait que c'est un rituel. Le résident sait qu'à cette année, il va avoir des plats qui lui feront plaisir. Ça va être la gourmandise garantie. Sur les repas festifs, on va aussi avoir une mobilisation plus importante, généralement du personnel, ce qui permet de laisser aux résidents le temps d'apprécier et de profiter de son moment. Malheureusement, on peut voir de temps en temps que sur d'autres repas, le temps du repas est assez bâclé. On n'a pas trop le temps de finir l'entrée, qu'on est déjà au plat. Des fois, tout est mis en même temps, c'est très compliqué. On a peur parce que c'est débarrassé assez vite. Sur les repas festifs, bien souvent, il y a du dressage à l'assiette, il y a un service un petit peu plus comme au restaurant. Il y a des efforts qui sont faits et il y a une souplesse et une bienveillance qui fait que le résident peut vraiment prendre le temps et apprécie son repas et forcément consomme davantage parce que justement, il prend le temps d'apprécier. On va aussi sortir de l'assiette pour créer du voyage, de l'évasion, créer la magie de Noël. Donc, on parlait de l'environnement, c'est très important. On va avoir la décoration, on va avoir le côté chaleureux, on va s'évader du quotidien. Et tout ça, c'est quelque chose qui va créer une ambiance de bien-être pour le résident et qui va favoriser la prise alimentaire, avec une expérience unique et de qualité, parce que forcément, sur ces repas de fête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va accentuer la proposition de repas festifs, de produits luxueux, mais il n'y a pas besoin forcément de produits luxueux pour se faire plaisir. On peut aller sur une recette bien concoctée, c'est ce qu'on disait, mais on va être là sur une expérience unique qui va faire plaisir aux résidents. Et on va aller chercher l'esprit de fête, de partage, la convivialité, ce qu'on recherche dans les grands repas de fête, les repas de Noël en famille. Là, bien souvent, les familles ne sont pas forcément présentes ou sur un autre repas qui est un petit peu décalé, mais il faut essayer de créer une grande famille au sein de l'établissement et de partager des souvenirs, partager le moment de fête et partager l'ensemble des sensations de joie et de bonheur qui doivent se dégager de ces assiettes. Et pour finir, comment parler de repas de fête sans parler des sensations et du coup des qualités organoleptiques des produits, c'est-à-dire l'activation de nos 5 sens, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. J'en ai oublié un, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, vous le trouverez tout seul. Là, on va vraiment aller chercher des assiettes qui vont chercher comme on peut le voir ou l'entendre dans toutes les émissions culinaires qu'on voit en ce moment, le croquant, le fondant, aller rechercher des recettes qui pétillent, éveiller les sens, faire attention aux épices aussi pour justement réactiver le plaisir des papilles. Du coup, Comme si tout je peux à me l'heure, permettre oui. si je peux me permettre juste avant que tu puisses entamer ce point, on va dire, sur la mobilisation des sensations. Mais globalement, c'est vrai que tu as abordé énormément de points, voire quasiment tous, hein. On a commencé avec la nutrition et c'est vrai que extrêmement important de pouvoir apporter une densité nutritionnelle dans les aliments pour pouvoir travailler sur une prise en charge nutritionnelle qui soit bien adaptée, de conserver aussi les saveurs marquées. Ça, c'est important. Tu l'as initié tout à l'heure. Et notamment pour lutter contre la perte du goût, parce qu'on parlait des modifications physiologiques, alors qui peuvent être liées à la pathologie ou à la vieillesse, pardon, hein. Évidemment, les couleurs aussi dans le produit pour stimuler les sens. Ça, c'est important de toujours conserver les couleurs chaudes des produits. Et puis
Et puis, par exemple, pour les textures modifiées, parce que c'est important hein, de parler de ce type de population qui représente un peu plus de 30% dans les EHPAD maintenant, et donc de pouvoir aussi conserver certaines formes authentiques de produits pour qu'on puisse reconnaître le plat, et ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, bah, évidemment, du plaisir surtout. Et ça, je crois que c'est un petit peu le fil conducteur de toute ta présentation, du plaisir pour notamment lutter contre la perte d'appétit, et puis pour prendre du plaisir surtout, et au travers des recettes traditionnelles comme tu l'as exprimé. On va revenir aussi sur l'environnement du repas qui a été abordé tout à l'heure. Le but, c'est d'utiliser l'aménagement de la salle à manger, l'ambiance propice au repas et le dressage de la table, la présentation des plats pour justement créer cette convivialité, créer cet échange entre les résidents et casser la routine. Comme le disait Julien, c'est toujours plus appréciable de partager une assiette avec quelqu'un avec qui on s'entend. Essayer de trouver justement une harmonie pour que le résident ne soit pas toujours à côté de quelqu'un qui a peut-être une pathologie qui lui donne moins envie de manger parce que on sait très bien que c'est pas toujours agréable en EHPAD le temps du repas suivant le type de population. Essayer aussi de se retrouver avec quelqu'un avec qui il s'entend et pas quelqu'un avec qui il y a vraiment des désaccords majeurs. Des fois, c'est pas forcément mis en place et là, c'est vraiment très très important d'appuyer là-dessus. Je voulais aussi vous mettre une petite idée que j'ai eue grâce à une collègue qui m'avait parlé d'arbre à vœux. Et je m'étais dit comment transposer l'arbre à vœux sur le temps du repas et sur la création justement de cette magie de Noël et de ce lien, de cette convivialité. Le principe de l'arbre à vœux, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'était de mettre sur un arbre de Noël les vœux et après de les ouvrir par la suite. Là, la création d'arbres à souvenirs, pour moi, ce serait plutôt de créer du lien et utiliser l'authenticité et les sensations en demandant aux résidents, grâce aussi aux équipes autour, d'accrocher à cet arbre des souvenirs liés à l'alimentation. Ça pourrait être leur plat préféré, ça pourrait être un souvenir lié à l'alimentation au moment de Noël ou au moment des fêtes. Ça pourrait être aussi un souvenir d'un moment passé à la chasse avec son père, son arrière-grand-père, son frère, son fils et du gibier qui a été concocté. Ça peut être vraiment tout ce qui peut passer par la tête du résident, mais qui peut amener justement un souvenir ancré dans l'alimentation afin de créer du partage en amont et en aval, parce qu'il y aura aussi le partage avec la personne qui va récupérer l'information, car tous les résidents, on le sait, ne peuvent pas écrire sur ce papier, mais le partage d'informations avec le soignant ou l'animateur, l'animatrice qui sera là pour récupérer l'information, et aussi le fait de le partager en ouvrant en fait ce petit papier tous les jours par 2 ou par 3, façon calendrier de l'Avent, pour recréer du lien autour de l'alimentation avec les résidents. Je trouvais que c'était un projet qui était très intéressant à mettre en place sur un établissement, qui se met en place très facilement et qui peut aussi permettre d'améliorer la carte pour les années suivantes en proposant peut-être les mois suivants les produits s'il y a un plat préféré à la carte du menu en recitant le souvenir qui avait été proposé par exemple. Ça peut créer des menus à thème, des repas à thème sur le reste de l'année et avoir un vrai fil conducteur pour les résidents et pour la population, même des professionnels sur l'EHPAD. On va maintenant aborder la réponse aux besoins primaires. Donc pour la réponse aux besoins primaires, on va répondre aux besoins de se nourrir pour vivre, de consommer des produits bons pour la santé, donc qui ne vont pas me rendre malade, qui vont me rendre bien, donc je ne serai pas en mauvaise santé, donc je vais être dans un état de bien-être, et qui vont aussi, en évitant de consommer des produits qui vont être contre nature, contre saison, et qui ne me paraissent pas adaptés à ma situation. Alors Julien va faire un très beau suivi Donc, sur la citation de Claude Fischer. Oui, complètement. Claude Fischler, qui est un sociologue en alimentation, du coup, que j'affectionne particulièrement. Alors après, on en fait tous, hein, finalement, chacun notre lecture et chacun sa description et sa traduction. Mais globalement, on peut considérer que l'alimentation, et c'est pour ça que j'aime bien parler, alors on va parler de nutrition médicale, mais on peut parler aussi d'alicamentation, et que l'aliment nourrit le corps, l'alicament peut aussi nourrir l'esprit. Et donc, Claude Fischler dit une phrase importante qui est la suivante: je deviens ce que je mange, physiquement et symboliquement, et ce que je mange
m'intègre dans un univers social, culturel et symbolique. Mais si je ne sais pas où plus que je mange, je ne sais pas où plus qui je suis. Et donc, si on fait cette retranscription, notamment autour d'un repas peut-être déclinant texture modifiée, parce que c'est celui qui peut être le plus complexe à adapter, en tout cas dans un EHPAD, on peut constater que si on devient ce que l'on mange, donc notamment le plat mixé, et que le plat mixé, ou le mets en tout cas en question, n'est pas en concordance avec nos habitudes ou notre univers social, et ben notre univers social et culturel s'effondre. Voilà. Donc on peut prendre comme référence les pathologies masticatoires, dysphagiques, etc. Et ce type d'alimentation thérapeutique ou de déclinaison, en tout cas, peut être incommode, obligatoirement, car il sera primordial déjà pour le cuisinier d'acquérir certaines connaissances et techniques sur les produits à texturer, et pour le résident de pouvoir reconnaître, d'identifier facilement ce qu'il consommera. Donc, et c'est un petit peu l'amalgame que l'on peut faire quand nous avons des résidents qui vont régulièrement vous dire je mange toujours la même chose. Euh, voilà, c'est très peu varié, etc. Alors que finalement, le GEMRCN, quoi qu'on en dise, il existe et est utilisé, voilà, que l'on l'apprécie ou pas, mais globalement, en tout cas, va permettre de définir aussi des fréquences et une variété. Donc, globalement, le résident a une diversité dans son alimentation du quotidien qui est extrêmement importante, souvent déroulée par des cycles de menus sous 4, 5 ou 6 semaines, voire parfois même un petit peu plus, hein, j'ai vu jusqu'à 8 semaines. Mais globalement, voilà, donc le résident va devoir déjà reconnaître son produit pour être pour être sûr de ce qu'il mange et de pouvoir facilement identifier et de reconnaître la diversification alimentaire qui lui est proposée, mais aussi dans le goût. Et tout à l'heure, je parlais encore une fois des modifications physiologiques, de la perte de goût, extrêmement importante. Et quand on a un résident qui pense manger toujours la même chose alors qu'il mange des produits différents, c'est parce qu'il ne reconnaît plus la qualité organoleptique de chaque produit. Et donc, globalement, il y a tout cet univers qui s'effondre. Voilà. Donc, quand on a un résident qui va manger du veau le lundi, du poulet le mardi et du poisson le mercredi et qui va penser manger la même chose systématiquement, c'est terrible pour le résident. Donc, cette phrase, elle a beaucoup de sens pour moi, beaucoup de sens dans nos activités aussi, qui est en lien avec l'univers social et médico-social. Mais voilà, donc extrêmement important, et c'est pour ça que tout ce que tu as dit en amont et en préambule aussi sur la régionalisation, le terroir, sur la qualité organoleptique des produits, prend son sens dans cette phrase de Claude Fischler, je trouve. Voilà. Par rapport aussi à ce que vient de dire Julien, du coup, c'est vrai qu'il est très important de travailler sur le contenu du repas. Il va falloir travailler les menus pour proposer des menus qui ont du sens pour le résident, c'est ce qu'on disait, avec un bon choix des matières premières de qualité si possible, avec une maîtrise aussi de la préparation des plats pour ne pas se retrouver avec des résidents qui trouvent les viandes trop dures, avec trop de nerfs, etc. Contrôler la qualité, donc c'est aussi goûter les produits. Comme on disait, le produit sort de la cuisine. Il y a des produits, notamment les produits en texture modifiée, qui ne sont pas toujours goûtés. On va prendre le produit de base qu'on va proposer en texture modifiée, mixée, hachée. On va peut-être pas regoûter derrière, sauf que le produit change au moment de la modification de texture. Et c'est quand même très important de recontrôler le goût de chaque produit qui sort de la cuisine, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Proposer des repas de qualité. Et là, les repas de qualité, on ne parle pas côté festif, ça peut être des repas de qualité, mais avec des produits de base, des produits essentiels. Et aussi ajuster les apports nutritionnels, donc enrichir aux besoins pour les résidents. Il faut aussi faire très très attention et avoir des actions spécifiques, comme le disait Julien, liées à la capacité du résident, les troubles visuels, les troubles moteurs, cognitifs, les troubles de la déglutition. Tous ces troubles-là vont avoir un impact sur la prise alimentaire et forcément, il va falloir que nous, on y réfléchisse en amont pour pouvoir éviter cet impact le plus possible. Je laisse Julien présenter la partie prescrire pour mieux nourrir. Oui, donc peut-être quelques actions déjà opérationnelles qui peuvent permettre d'inverser cette tendance et inverser la tendance qui peut être liée à la dénutrition, hein, dans tous les cas, du coup.
Donc, c'est de pouvoir déjà raisonner en effet en apport et densité nutritionnelle et non en grammage. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit prendre tout son sens pour les acteurs en restauration médico-sociale et même sanitaire. Voilà. Donc, à la fois d'adapter les volumes et la densité nutritionnelle avec des profils de consommateurs, parce que finalement, la source de gâchis alimentaire, elle peut être liée à une offre généralement de volume alimentaire excessif. Personnes âgées, personnes en situation de handicap, patients, je prends vraiment toutes les personnes en situation de fragilité, qui peuvent présenter des troubles alimentaires majeurs et qui peuvent réduire aussi leur capacité d'ingestion de 30 à 50%. C'est pour ça que le fait de raisonner en grammage est peut-être euh, n'est pas la solution unique. Voilà. Et qu'il y a certainement une raison et une importance de pouvoir raisonner en apport et densité nutritionnelle. Et puis donc, deuxième élément qui induit du premier, c'est de pouvoir réduire les volumes et densifier les apports, alors en protéines en priorité, en calories évidemment, en calcium, et puis en micronutriments. Et ça, ce sont des nutriments qui doivent être aussi apportés par l'alimentation. Voilà. Et le recours à une alimentation artificielle doit être géré en tant que vraiment ressource ultime. Ça, c'est vraiment, déjà, c'est les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Et puis de deux, si on parle vraiment d'alimentation de personnes âgées en priorité, personnes âgées, donc une capacité d'ingestion limitée et minimisée. Donc derrière, c'est de pouvoir enrichir l'alimentation pour apporter cette densité nutritionnelle. Et donc de ne pas rajouter derrière, ou d'éviter en tout cas au maximum de rajouter ce qu'on peut appeler des compléments nutritionnels oraux, qui peuvent être une solution, comme je l'exprime, mais globalement qui doit être une solution ultime. Voilà. Ensuite, la restructuration de la journée alimentaire, c'est de pouvoir à la fois donc densifier les rendez-vous alimentaires secondaires, comme le petit déjeuner et le goûter. On sait que le matin, donc pour le petit déjeuner, la première phase matinale et la première phase de la journée est primordiale. Et c'est là où les protéines aussi sont mieux assimilées, sur les collations, puisque le goûter est un rendez-vous alimentaire très attendu, peut-être trop proche du dîner, puisqu'en fait, on arrive, ça je l'aborde assez régulièrement, entre le déjeuner et le dîner, on a véritablement un marathon gastronomique. Puisqu'il va se passer 2 heures entre chaque rendez-vous alimentaire. Et donc, du coup, il peut y avoir un effet de satiété le soir qui amène aux résidents à très peu manger. C'est pour ça aussi qu'on va avoir des retours des résidents. Moi, vous savez, un potage, un morceau de fromage va me suffire. Et puis ensuite, on arrive aux jeûnes nocturnes qui dépassent très souvent et largement les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et donc, donc le petit déjeuner, c'est là qui rentre en ligne de mire et qui doit être, et ce rendez-vous alimentaire est majeur. Voilà. Et généralement, il est dénué d'apports protéiques. Voilà. Ensuite, c'est de pouvoir profiter de ces temps alimentaires pour en faire des rendez-vous donc majeurs d'apports protéiques, calciques, de concentrer ces apports protéiques sur cette phase matinale, comme je l'abordais tout à l'heure, et puis de diversifier aussi les sources d'apports protéiques. Aujourd'hui, dans les menus, on a systématiquement et constamment des protéines animales, et c'est aussi de pouvoir diversifier les apports protéiques avec des apports en protéines végétales, notamment. Alors, l'identification des convives par profil de mangeur, j'en parlais tout à l'heure, si on travaille un petit peu moins en grammage, mais plus en densité et en apport, donc ça veut dire que indirectement, on va parler de profil de mangeur. Donc des petits mangeurs, des normaux mangeurs et des gros mangeurs. Petit mangeur, en traduction rapide, c'est un consommateur qui a une très faible capacité d'ingestion et pour lequel il va falloir enrichir et renutrir et densifier, on va dire, l'alimentation. Un normomangeur, c'est quelqu'un sur lequel il faudra être sur une vigilance, la prévention en tout cas dans la prise en charge nutritionnelle, dans l'enrichissement. Et puis un grand ou gros mangeur, c'est quelqu'un qui consommera largement les portions proposées dans le cadre du GEMRCN. Donc, c'est de pouvoir organiser des relevés d'ingesta pour pouvoir identifier ces profils sur une journée alimentaire pour chaque convive. Alors, c'est un boulot de titan, clairement. Tous les établissements ne peuvent pas se le permettre. Nous, on a eu l'occasion de le réaliser et de le tester dans le cadre d'un programme de recherche et développement qui avait été mené à l'époque de 2012 à 2017, 2018, et sur lequel donc il y avait un panel de personnes âgées et, à qui on avait donné donc finalement des grammages très précis et ça nous permettait de relever finalement les ingestats consommés sur une journée alimentaire. Et donc on identifie assez facilement
donc le niveau et le profil de consommateur du résident. Ça, cette donnée, elle est complétée aussi par la connaissance des équipiers. Donc, obligatoirement, il y a un impact humain qui est fort, qui est celui des agents hôteliers ou des aides-soignants qui vont passer du temps avec les résidents et qui vont permettre aussi d'identifier le type de profil du consommateur, puisqu'un résident peut être petit mangeur le matin et un très gros mangeur le midi. Voilà. Et puis donc le profil de mangeur qui, lui, évolue avec l'âge, et puis la pathologie, évidemment. Donc il y a un suivi qui doit être particulier, qui doit être régulier et porté à chaque convive. Et donc ça, ça va réduire, enfin en tout cas, ça va amener beaucoup de sens dans l'alimentation. À la fois une réduction du gaspillage alimentaire, puisqu'on aura une quantité alimentaire qui sera en adéquation avec le profil du consommateur, et donc plus une densification qui permettra de couvrir les besoins. Et donc, on réduit à la fois le gaspillage alimentaire, et puis sur le temps, sur le long terme, il y a aussi une réduction du coût de prise en charge de soins. Voilà, puisque le résident s'alimente mieux, donc est mieux nutri, et donc directement et indirectement sera en meilleure santé nutritionnelle. Pour la suite, les repas, alors quelques actions qui peuvent être menées au travers au moins de 3 rendez-vous: le petit déjeuner, la collation de l'après-midi et le dîner. Sur le petit déjeuner, alors quelques exemples d'éléments qui peuvent être réalisés, hein, et qui sont mis en place sur des résidents que nous avons pu accompagner dans le passé. Donc pour le petit déjeuner, il peut y avoir la réalisation de jus de fruits frais, fabriqués en cuisine avec un extracteur de jus, et qui peut permettre d'apporter vraiment une source vitaminique importante et intéressante. Des produits laitiers également, qui peuvent constituer aussi un apport complémentaire en protéines et en calcium. J'ai eu l'occasion d'accompagner un ESAT pour l'association des paralysés de France. Un des chefs de cuisine réalisait des yaourts maison. Voilà. Alors, on va dire, c'était un entremets façon yaourt, puisqu'on n'était pas sur un véritable yaourt, mais on avait cette vocation à travailler un produit laitier enrichi en protéines laitières, et qui était extrêmement pertinent. On peut avoir également, euh, on peut avoir recours aussi à à d'autres produits comme des fromages blancs, des faisselles agrémentés de fruits frais, des compotes, des céréales aussi, type amandes, noix de cajou, etc., qui peuvent aussi apporter tout un tas d'éléments en nutriments et qui sont extrêmement pertinents. Et puis après, d'autres éléments qui peuvent constituer des apports protéiques, calciques ou vitaminiques. On peut penser à la compote de fruits crus, qui est comment dirais-je, qui est un produit un peu phare chez nous, chez CNS Solutions. Il peut y avoir la mise à disposition de fromages secs également. Et puis ensuite, après, des entremets amylacés qui peuvent être réalisés la veille. Voilà. Donc, il y a une organisation à mettre en place. Mais globalement, travailler sur le petit déjeuner, utiliser l'énergie des cuisiniers dans la réalisation du petit déjeuner, c'est pas une énergie de perdue. Voilà. Ensuite, concernant la collation, pareil, on a plusieurs éléments qui peuvent être intéressants, mais globalement, le goûter, c'est un rendez-vous qui est constitué généralement d'une boisson chaude et d'un biscuit. Je dis bien généralement. Euh, dans le cadre d'une politique alimentaire ambitieuse, on peut très bien, enfin, on sait que c'est un temps essentiel, notamment pour la restauration des personnes âgées. Alors, il est important aussi de pouvoir introduire très souvent une offre qui est adaptée parce qu'elle est nécessaire. Et donc, pareil, ça, c'est des retours d'expérience chez certains de nos clients. Je pense notamment au groupe Emera qui avait travaillé et développé des milkshakes maison qui permettaient de substituer finalement le complément nutritionnel oral industriel. On peut reparler aussi des jus de fruits frais, on peut décliner avec des smoothies. Donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent être abordés sur le côté boisson liquide. Et puis après, les aliments solides, entremets aux biscuits. Donc généralement, on va essayer de favoriser les biscuits maison. Ça peut être des gâteaux. Là, pour le coup, là, je repense à un autre client qui est le groupe Colisée, qui a développé des gâteaux et des cakes enrichis en protéines végétales et qui sont vraiment des sources en protéines extrêmement intéressantes et bien consommées. Voilà. Donc là, pour le coup, ce sont 2 rendez-vous secondaires, qu'on va appeler secondaires, entre le petit déjeuner et le goûter, mais qui peuvent être des vrais puits à protéines et enfin, à nutriments de manière générale. Et puis ensuite, donc, le dîner, pour terminer, qui est un rendez-vous important également, qui est généralement
structuré autour de 4 à 5 composantes. Alors pourquoi 4 ou pourquoi 5? 5 composantes dans le cadre où on aura un potage, un VPO, donc viande, poisson, œuf, une garniture, un produit laitier, un dessert, ou 4 composantes si le VPO et la garniture est transformé par un plat complet. Alors, ce rendez-vous alimentaire génère énormément de gâchis alimentaires. C'est globalement 75% du gâchis occasionné sur la journée alimentaire, sachant que la moyenne nationale du gaspillage alimentaire non consommé est d'environ 37% dans les EHPAD. Voilà. Donc, vous avez 75% de ces 37% de déchets qui sont occasionnés le soir. Donc, ça doit faire réellement et littéralement l'objet d'une adaptation. Alors, afin d'atteindre un double objectif, à la fois de couverture nutritionnelle et d'adaptation des volumes, j'en ai parlé tout à l'heure, et notamment pour répondre à ces capacités d'ingestion affaiblies, notamment le soir, des patients et des résidents. Donc, il sera nécessaire d'adapter ce repas au travers d'une densification alimentaire, ça c'est clair, d'une réduction du nombre de composantes. On a fait des tests aussi dans le cadre du programme Renaissance, dont j'ai parlé tout à l'heure, de passer à 3, voire 4 composantes, plutôt que 4 ou 5. Et donc, en fonction des types de prise en charge, en fonction des résidents aussi présents, si on est sur plutôt des personnes, on va dire, d'origine citadine ou plutôt rurale, on n'aura pas du tout la même approche. Voilà. Résident d'origine, on va dire, citadine, le 3 composantes peut passer, pas pour tous, mais ça peut passer. Et là, pour le coup, on travaille sur vraiment la composante du potage, qui sera agrémentée avec plusieurs éléments. Il peut y avoir des dés de jambon, du fromage râpé, des croûtons, etc. Et donc de travailler sur une carte de potage. Et là où il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur qui ont travaillé sur cette composante-là, pour en faire un véritable repas en lui-même. Et puis derrière, si on est en 3 composantes, de partir sur un véritable plateau de fromage qui est décliné et, autour de 4 ou 5 potages et qui peut permettre aussi de travailler sur de la repasse et puis de pouvoir alimenter et nourrir convenablement le résident. Et puis ensuite de travailler sur un dessert gourmand le soir. Donc moi, je privilégie le fruit le midi et puis plutôt les entremets le soir. Voilà. Alors ça, c'est une approche qui est très personnelle, mais du coup, d'avoir un dessert gourmand, un gâteau, un biscuit ou un entremets qui nécessite peut-être un peu moins de force masticatoire pour le résident, mais qui aura beaucoup plus cet aspect gourmandise, peut plaire et donc peut aussi permettre, et je dis bien, voilà, je parle au conditionnel, de limiter le gaspillage alimentaire. Et donc de compléter cette renutrition de la personne en situation de fragilité. Alors, on est tous d'accord pour dire que la densification de l'alimentation passe par plein de points, mais l'objectif, il est de permettre, et si on s'arrête aussi sur les textures modifiées, de pouvoir proposer des plats enrichis, des plats de conception nutritionnelle satisfaisante et bien valorisés, tout en conciliant le plaisir de la restauration. De s'appuyer aussi sur des recettes traditionnelles et des produits naturels, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, Morgane. Et donc, 4 éléments que j'ai abordés tout à l'heure, c'est les formes authentiques, des apports concentrés en macro et micronutriments, des saveurs marquées aussi pour lutter contre la perte de goût, et puis des couleurs, et surtout des couleurs pour stimuler les sens. Voilà. Un dernier élément qui peut permettre une meilleure consommation, qui se décline en 7 points. L'environnement, tu en as parlé tout à l'heure, la présentation aussi, la couleur, la diversité, la quantité, la qualité des aliments. Et donc, l'environnement, il doit toujours être... on va privilégier des espaces qui vont être chaleureux, calmes, spacieux. La présentation, il y a vraiment une chronologie dans le dressage des mets, avec vraiment la viande au plus proche du résident, les garnitures sur le dessus, et puis un produit qui sera toujours bien nappé, parce que comme tu l'exprimais tout à l'heure, le résident a tendance à moins saliver avec l'âge. Et donc, on peut clairement même exprimer le fait qu'il y a on peut diviser par 2 la quantité de salive occasionnée. Donc, c'est pour ça qu'il y a nécessité de vraiment beaucoup saucer pour faciliter la réalisation et la création du bolustas buccal, du bol alimentaire.
Les couleurs pour stimuler les sens. Donc, je parlais tout à l'heure et je le redis, hein, c'est inscrit là des couleurs chaudes et qui diversifiées. On évite de mettre du blanc, alors même si le blanc n'est pas une couleur, mais de mettre un filet de poisson blanc avec une sauce blanche et une garniture blanche comme du chou, par exemple, dans une assiette blanche, ça n'a aucun intérêt. Donc, il vaut mieux privilégier aussi parfois une vaisselle de couleurs, le noir qui peut mettre en avant tout un tas de produits, et puis ensuite travailler sur des couleurs chaudes comme le jaune, le vert, l'orange, enfin, voilà, des couleurs chaudes. La diversité des produits pour éviter la monotonie, les quantités qui doivent être suffisantes sans être trop importantes. C'est une grande question de se dire est-ce qu'on prend une petite vaisselle et on en met un petit peu plus pour charger l'assiette. Bah, c'est pas forcément la solution. Donc il vaut mieux partir sur des vaisselles plutôt grandes avec une quantité au sein du contenant, donc une quantité plutôt faible. Et puis, quitte à ce que l'équipe de distribution, voire le cuisinier, s'il est en salle, bah, puisse repasser pour resservir le résident. Et la qualité des aliments, évidemment, qui est extrêmement pertinente, dans la qualité perçue par le consommateur. Alors, pour terminer, et donc il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, globalement, sans rentrer dans le détail, mais on voulait vous proposer 7 recettes de Noël. Euh, donc, avec pour commencer, une bûche citron qui fera toujours référence comment dirais-je, à des préparations maison, une vraie culinarité qui peut permettre aussi d'avoir une approche régionale ou de terroir, ou en tout cas traditionnelle, et puis avec des préparations qui peuvent être enrichies. Donc on a un biscuit, qui est un biscuit standard. Le biscuit ensuite sera roulé. On réalise une crème au citron. Et ensuite, cette crème en citron, alors nous, chez CNS Solutions, on va l'enrichir avec le Protipus Force chez nous, qui est une protéine à base de collagène, et donc qui permettra d'apporter une quantité de protéines assez intéressante et globalement pourra permettre de conserver aussi le côté plaisir de se restaurer. Voilà. Alors les recettes, elles vous seront transmises, elles pourront être transmises et renvoyées à chacun. Ensuite, l'orange. Donc là, on est sur un produit qui est plutôt brut et pour lequel on va soit le reconstituer. Là, dans cette recette-là, on est parti sur une reconstitution de l'orange complètement pour avoir une préparation manger main et qui sera également enrichie à base de Protipus Force. Les bugnes lyonnaises. Alors, les bugnes, grande préparation traditionnelle. Là, pour le coup, on sera sur un mélange avec une farine de blé et notre protéine végétale, le Protipus VG, pour lequel on fera un temps pour temps. Donc, vous pouvez le remarquer dans les ingrédients, 175 grammes de farine et 175 grammes de Protipus VG, et dans lequel ensuite on rajoute tous nos autres ingrédients, hein, les œufs, le beurre, le sucre, etc., pour ensuite les frire. Et globalement, on a une préparation qui sera extrêmement enrichie. Les fruits confits, même principe que pour l'orange, avec une diversification. Et là, on peut jouer vraiment sur les couleurs. On est sur des éléments qui sont extrêmement simples. On va partir sur 700 grammes de fruits confits, 15 grammes de bouchée gourmande, qui est chez nous un gélifiant de type polysaccharide, donc une algue, dans lequel on rajoutera de l'eau ou du sirop, voilà, et puis notre protéine. Et donc le tout mélangé, gélifié, et qui permettra sous forme de cube d'avoir vraiment un jeu de texture, un jeu de couleurs assez intéressant. Le financier, donc préparation biscuit assez simple et traditionnel qui fonctionne très très bien et sur lequel on sera exactement sur le même principe. Donc là, on partira sur 50 grammes de farine pour 25 grammes de VG, donc la protéine végétale dont je parlais tout à l'heure, dans lequel on rajoutera notre beurre, notre sucre, nos amandes. Tout peut être fait aussi dans un robot, mélangé en même temps, mis dans des moules à financier, préchauffer le four à 200 degrés et donc cuisson 15 minutes. Et on a vraiment des financiers très sympas et chaque portion est enrichi globalement à hauteur de 6 à 8 grammes. Et puis pour les raisins secs, donc on revient sur un fruit presque déshydraté et sur lequel on va
le réimbiber d'eau lorsqu'on le porte à ébullition avec notre gélifiant, texturé. On rajoute notre enrichissement et ensuite mis en moule pour avoir en moule silicone pour avoir une préparation donc en mange les mains et 100% fruits. Et puis pour terminer, donc au lieu de plutôt narrer cette recette, on voulait vous proposer avec Morgane de regarder une des vidéos de CNS Solutions sur la réalisation de la recette macaron Mogador. Je suis désolée, ça va arriver. Hop. Merci. Donc la préparation est ensuite mélangée au batteur pour vraiment créer une sorte de guimauve. Les macarons sont ensuite mis sur une plaque sile-pâte, nappés de sucre glace. À côté de ça, on va réaliser une garniture de type ganache chocolat avec du jus de fruits de la passion, un peu de beurre. Alors, je voulais vous montrer cette recette parce que, puisqu'en fait, on est sur une recette là vraiment plaisir et qui peut être faite pendant les périodes de Noël. Alors, certes, c'est pas à vocation de tous les établissements, mais on a un établissement client qui récemment l'a mise en œuvre et pour qui ça a vraiment bien matché et les résidents étaient extrêmement contents. Voilà. Alors là, on va du coup conclure ce webinaire avec une vision plus large. Le but de ce webinaire était vraiment de se servir de l'exemple des repas de fête de fin d'année pour l'utiliser et le transposer aux repas de tous les jours. Bien sûr, comme on le disait, pas sur les mêmes produits, mais plutôt dans la façon de fonctionner. Et, euh, et donc de se servir de cette proposition idéale pour renutrir nos personnes âgées. Julien, je te laisse Oui, avancer dessus ou... globalement, ce sera peut-être une partie du mot de la fin, mais globalement, c'est quelque chose que je cite très souvent. Donc, un peu les 10 commandements d'un projet nutrition-alimentation. Donc, de pouvoir replacer évidemment l'alimentation des résidents vraiment au cœur des attentions des équipes de cuisine, de s'appuyer sur ce travail collaboratif et triangulaire des équipes médicales, de soins, d'hôtellerie de cuisine, de replacer le métier de cuisinier au cœur des organisations, puisque les cuisiniers qui agissent au sein des EHPAD ne sont pas que des cuisiniers, c'est aussi des cuisiniers à vocation nutritionnelle. Donc, ils ont vraiment cette vertu aujourd'hui de pouvoir travailler sur les enrichissements. C'est vraiment un sens à donner au métier de cuisinier dans les établissements médico-sociaux, de replacer la qualité des produits au cœur de l'alimentation des personnes âgées, évidemment. De respecter, et ça on fait un peu de redite là-dessus, mais en tout cas c'est une belle synthèse, de pouvoir viser à respecter totalement les habitudes et rituels alimentaires des résidents, de viser à proposer une restauration authentique et porteuse de traditions de terroir, de s'appuyer sur des fabrications maison, de respecter du mieux que possible la loi Egalim au travers de produits labellés bio. Alors malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'avère quand même plus compliqué que ce n'y paraît, mais en tout cas voilà. La loi Egalim a cette vertu de pouvoir demain donner de belles impressions. De respecter totalement les dernières préconisations en termes de nutrition des personnes âgées, et puis pour terminer, de réaliser la mise en œuvre de la prestation sans augmentation de dépenses. Et ça, demain, faire bien, bon, maison, ça coûte pas plus cher. Voilà. Là, c'est vrai, encore une fois, ça va être une redite. C'est vraiment pour insister dessus, mais on ne pourra pas lutter contre la dénutrition si on n'apporte pas du plaisir aux résidents. À partir du moment où l'acte va être obligatoire et qu'il n'y aura pas la notion de plaisir, on le voit avec les compléments nutritionnels oraux dont on a pu parler dernièrement, ça va être quelque chose qui ne va pas forcément être consommé, ça peut être délaissé. Si on va chercher la notion de plaisir, la notion d'envie de consommer le repas et d'essayer de ne pas stigmatiser les personnes qui ont besoin d'un enrichissement, là, on va réussir à avoir tous, tous les voyants au vert et arriver à renutrir notre population.
Je reviens juste, si je peux me permettre de faire juste une toute petite parenthèse, que je viens de voir une question, où on y répondra après aux questions? Comment vous voulez Normalement, faire? c'est après, mais C'est après? Ah si... bah pardon, excusez-moi. Ouais, vas-y. Et donc là, on voulait remettre enfin des petites phrases un petit peu bébêtes, mais qui vont justement frapper et qui permettent d'être retenues assez, enfin, elles seront retenues assez facilement. Pas de retraite pour la fourchette. Bah, le but, c'est vraiment de lutter contre l'idée reçue qu'une personne âgée doit moins consommer qu'une personne adulte bien portante et qu'elle nécessite d'un apport plus faible en nutriments, ce qui est totalement faux. Que le bonheur est dans l'assiette, bien sûr, il faut recentrer sur l'assiette parce que justement, c'est avec le plaisir et motiver la prise alimentaire, que ce soit en visuel, toutes les parties qu'on a pu montrer juste avant, travailler l'assiette, que ce soit dans la composition ou dans les propriétés qu'on va lui amener. Mais aussi sortir la tête de l'assiette parce que il faut faire une attention au cadre. Il faut que le cadre ait une importance quand même assez primordiale. L'environnement est très important dans la prise alimentaire d'un résident. Et donc, pour conclure et aller encore plus loin, l'ensemble des petites indications qu'on a données, et le but de ce webinaire, c'était de pouvoir transposer les repas de fête qui vont bientôt arriver à la fin du mois prochain, dans moins de 25 jours, on y sera, comme un exemple pour la renutrition de nos résidents tout au long de l'année. Tous les points qui ont été mis en avant, ils peuvent être utilisés les autres jours de l'année sur des repas à thème qui peuvent être mensuels. Ou alors, si vraiment on veut recentrer l'alimentation, le plaisir du résident et le motiver peut-être un petit peu plus souvent, utiliser des rituels, comme on le précisait au tout début, sur peut-être un thème mensuel avec plusieurs éléments du thème qui sont retrouvés sur des dates clés du mois, par exemple, ou une fois par semaine, etc. Un dessert, un plat. Peut-être pas tout concentrer sur une journée pour favoriser la prise alimentaire sur le long cours et pas seulement sur un repas en particulier. Sélectionner avec soin les produits. On n'est pas obligé, comme on disait, d'aller chercher des produits de qualité luxueuse, mais on peut aller chercher des produits de bonne qualité, des produits peut-être qui permettront d'avoir moins de pertes à la cuisson quand on va chercher des labels par rapport à un produit qui sera peut-être 30% moins cher, mais qui perdra 30% à la cuisson. Aller vraiment sourcer ces produits et impliquer le résident tout au long de l'année dans l'alimentation, dans la création des menus. Ça peut passer par les commissions de menus, ça peut passer aussi par des thèmes liés avec l'animatrice pour justement le recentrer au cœur de l'alimentation pour avoir cette notion d'alicament et procurer une ambiance et de l'évasion à nos résidents. Pas que pendant les périodes de fête, pas que pendant les fêtes calendaires, essayer de leur procurer cette sensation d'évasion à l'année parce que, comme on l'expliquait, ils sont 365 jours par an en institution et la recherche du plaisir, la recherche d'évasion, c'est quelque chose qui permet de sortir du quotidien, d'éviter la monotonie et ça jouera sur le bien-être du résident et ça jouera aussi sur sa prise alimentaire avec, comme on disait, de A à Z et ça sera le mot de la fin, l'humain au cœur du sujet. Et pour finir, une petite phrase qui semblait coller quand même au thème. La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de se joindre dans la danse. Tout le monde doit participer. C'est quelque chose de pluridisciplinaire. On ne pourra jamais faire quelque chose de chacun de notre côté, que ce soit les équipes, le personnel, mais aussi impliquer le résident. Tout le monde pourra bouger ensemble justement pour arriver à amener quelque chose de nouveau et quelque chose de beau. Voilà. On va du coup pouvoir répondre aux questions pour éviter de trop dépasser le temps accordé au webinaire. Alors du coup, je vais prendre la parole. On a une première question de Frédéric. Que peut-on faire pour les personnes en dénutrition hors EHPAD? Julien, tu veux ou j'y vais?
Vas-y, commence et puis je Alors, compléterai. donc là, c'est vrai qu'on s'est concentré sur les personnes en dénutrition aux besoins de renutrition en EHPAD, mais les points qu'on a abordés sont totalement transposables aussi au domicile. Au domicile, il y a peut-être moins de repas pris de façon concédée, on va dire, élaborés par autrui, à part dans le cas de portage à domicile, par exemple. Mais ces motivations peuvent être mises en place pour accompagner nos proches à domicile à consommer davantage, essayer d'aller chercher des choses qui vont leur faire plaisir, de les accompagner peut-être faire le marché, aller faire des courses, choisir leurs produits, être impliqués. Dans la mesure du possible. Bien sûr, ça va dépendre de chaque personne, de chaque envie. Et c'est pareil, on va avoir aussi une différence entre la population masculine âgée et la population féminine âgée, où on était encore dans une sphère où la femme cuisinait beaucoup pour le mari. Donc quand le mari se retrouve tout seul, c'est vrai qu'on a souvent le portage à domicile qui se met en place, ou la famille qui vient rentrer dans la confection des repas. Mais tout ce qu'on a évoqué peut être mis en place à domicile. Oui. Alors, on a une Pardon. Non, en fait, non, tout est dit, Morgane, hein, c'est vrai. Après, voilà, c'est vrai que la personne âgée à domicile, c'est toujours un peu plus complexe puisqu'elle c'est souvent une personne qui est isolée. Et donc, du coup, avec peu de points de vigilance sur le fait qu'elle consomme bien ou pas son repas. Et ça, c'est toujours très complexe. Donc, on a des taux de dénutrition aujourd'hui dans les EHPAD, enfin, à domicile, pardon. Les chiffres qui sortent, c'est à peu près entre 5 et 10% de mémoire. C'est très peu, Ouais, mais c'est loin d'être la réalité, je pense. c'est que malheureusement, ils ne sont pas diagnostiqués. Les médecins de Exactement. ville ne cherchent pas la dénutrition. C'est vrai que pour avoir eu le cas dans ma famille, il faut insister en tant que professionnel de santé pour avoir des compléments nutritionnels ou pour avoir une prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées. C'est pas le premier point qui va être abordé par le médecin de famille qui va prescrire plutôt des médicaments et qui va pas avoir la vision d'ensemble. C'est une généralité. Mais il y en a qui le font très bien, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, mais même au niveau médical, malgré le suivi par plusieurs corps de santé, au niveau de la nutrition, c'est pas encore très adapté en France. On a une autre question de Frédéric. Quel surcoût pour ces compléments? Les compléments de CNES. Ah, quel surcoût alors, globalement, quel surcoût, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisqu'en fait, dans les process qui vont être mis en œuvre, alors notamment je parle des textures modifiées dans un premier temps, euh, on va travailler sur une ventilation entre la matière première et un liquide qu'on va rajouter, donc généralement un liquide sapidique qui va permettre d'avoir un niveau de texture en adéquation avec les nomenclatures IDDSI et qui vont permettre finalement de réduire légèrement le coût des matières premières et qui peut être complété par le texturant. Et puis ensuite, après, sur les enrichissements, globalement, on va être sur une réduction légère des composantes et donc qui vont être aussi substituées par l'enrichissement. Et donc, globalement, j'ai envie de vous dire, ça reviendra pas beaucoup plus cher. Voilà, voire Et, pas plus cher. et Mais c'est vrai que ouais, pardon, vas-y, pardon. j'ai terminé. J'ai C'est vrai terminé. que souvent, on a tendance à avoir un surcoût au niveau de l'alimentation quand on commence à ajouter des produits pour le texturant, pour enrichir, etc. Sauf qu'on va avoir aussi une diminution du coût liée aux soins, liée aux escarres, liée à la complémentation nutritionnelle orale, etc. Donc, qui coûte beaucoup, beaucoup plus cher que des produits d'enrichissement qu'on peut mettre directement en enrichissement maison dans les recettes. Et qui vont avoir un impact plus intéressant au long cours que proposer des choses de façon ponctuelle. Complètement. On a une question de Yves. Existe-t-il un guide des recettes spéciales dénutrition chez CNES? Alors oui, il existe tout un catalogue avec des process. Alors nous, on ne travaille pas avec des recettes, hein, on travaille vraiment avec des process qui permettent de soit de décliner l'alimentation, soit de travailler sur vraiment des produits enrichis, des préparations enrichies, et tout en gardant en tête le côté vraiment plaisir et tradition.
Voilà. Donc, oui, on a quelques recettes, mais qu'on traduit par des tutoriels vidéo très souvent. Donc, on a la chaîne CNS Solutions sur YouTube où il y a tout un tas de recettes qui peuvent être proposées. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Peut-être juste rappeler, parce qu'il y a eu une question de Thierry qui demande s'ils pourront disposer d'un support du webinar. Donc oui, le webinar sera disponible en replay d'ici quelques jours sur la chaîne Osego. Et les recettes vous seront aussi transmises dans un document pour que vous puissiez les consulter. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour Julien. On se fera un plaisir d'échanger et de développer les points qui n'ont peut-être pas été assez développés sur cette partie du webinaire, mais ce sera vraiment avec plaisir. Peut-être juste rappeler, parce qu'il y a eu une question de Thierry qui demande s'ils pourront disposer d'un support du webinar. Donc oui, le webinar sera disponible en replay d'ici quelques jours sur la chaîne Osego. Et les recettes vous seront aussi transmises dans un document pour que vous puissiez les consulter. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour Julien. On se fera un plaisir d'échanger et de développer les points qui n'ont peut-être pas été assez développés sur cette partie du webinaire, mais ce sera vraiment avec plaisir. Peut-être juste rappeler, parce qu'il y a eu une question de Thierry qui demande s'ils pourront disposer d'un support du webinar. Donc oui, le webinar sera disponible en replay d'ici quelques jours sur la chaîne Osego. Et les recettes vous seront aussi transmises dans un document pour que vous puissiez les consulter. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour Julien. On se fera un plaisir d'échanger et de développer les points qui n'ont peut-être pas été assez développés sur cette partie du webinaire, mais ce sera vraiment avec plaisir. Peut-être juste rappeler, parce qu'il y a eu une question de Thierry qui demande s'ils pourront disposer d'un support du webinar. Donc oui, le webinar sera disponible en replay d'ici quelques jours sur la chaîne Osego. Et les recettes vous seront aussi transmises dans un document pour que vous puissiez les consulter. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour Julien. On se fera un plaisir d'échanger et de développer les points qui n'ont peut-être pas été assez développés sur cette partie du webinaire, mais ce sera vraiment avec plaisir. Peut-être juste rappeler Merci à tous. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci beaucoup.